Bonjour à tous. Donc, il y a un problème? Il y a un écho. C'est ton téléphone. Normalement, il n'y a qu'une seule connexion là. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur la session Avenir des compétences, dépendance par rapport à l'employeur et protection. Quels enjeux? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de la journée l'ensemble du séminaire, je vous rappelle que donc cette conférence fait suite à un travail qu'a animé la Société française de prospective pendant presque 2 ans, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage. Alors, je fais un peu de publicité pour ceux qui le verraient. D'ailleurs, vous ne le verrez pas, mais bon, ça s'appelle Métamorphose du travail. C'est chez Economica. Ces différentes sessions sont l'occasion d'ouvrir un peu les débats et les discussions à ce sujet. Nous allons donner la parole successivement à 4 personnes: Émilie Lecourtois, Fabienne Goubaudiman, Armelle Bourdain, Bernard Gazier. Juste une petite introduction. Notre travail, bien entendu, visait à réfléchir de façon prospective à l'avenir du travail. On s'était notamment beaucoup posé la question du rôle que le droit pouvait jouer pour à la fois valoriser les opportunités et maîtriser les risques d'un certain nombre d'évolutions des pratiques et des technologies. On s'est aperçu que le droit n'était pas forcément que la solution, c'est aussi le problème. Donc on s'est ensuite focalisé sur la dimension protection sociale, avec une grande recommandation qui était la protection sociale repensée. Et Émilie vous parlera de ce que nous avons commencé à réfléchir et à préconiser dans ce domaine. Fabienne vous parlera de la boussole du travailleur de demain, c'est le titre de sa présentation. Armelle présentera le point de vue d'une grande entreprise, Orange, et de la politique en matière de travail qu'elle développe. Et puis Bernard vous parlera de protection active vers une reconfiguration des responsabilités. Je laisserai chaque intervenant se présenter lui-même pendant 1 minute ou le temps qu'il voudra. Voilà, je laisse la parole à Émilie. Bonjour à tous et ravie d'être parmi vous. Alors, je suis Émilie Lecourtois, je suis responsable des affaires publiques pour une coopérative de travailleurs autonomes qui s'appelle Smart. Alors, ce qu'on entend par un travailleur autonome, en fait, c'est un travailleur qui cumule à la fois une indépendance de fonctionnement, le choix de ses prestations, le choix de son client, le choix de son temps de travail, tout en ayant la protection sociale d'un salarié. Donc, il est salarié de la coopérative. C'est une coopérative européenne présente dans 8 pays qui fédère aujourd'hui plus de 120 000 membres à travers l'Europe. Moi, je viens du secteur artistique au départ, secteur artistique et culturel, ce qui vous permettra de comprendre par la suite un peu le fil de nos raisonnements. Donc pour ce travail et donc ce chapitre qui était dédié à la protection sociale, nous sommes partis d'un constat, celui que la protection sociale d'aujourd'hui est calée en fait sur le modèle de l'emploi durable et qu'il devient de plus en plus inadapté à un contexte de l'emploi qui devient de plus en plus discontinu et fragmenté. Et que donc, on devait repenser la protection sociale à l'aune de cette réalité. On a aussi pris comme point de vue le fait de dire que le meilleur angle de protection, et ce qui était peut-être le moins coûteux, était de travailler sur de la prévention. Donc ça nous a guidé, ça a guidé une bonne partie de notre réflexion, et qu'on devait appréhender la protection sociale comme un investissement. Partant de là, nous avons travaillé sur des hypothèses qui permettent à la fois de garantir des droits positifs
pour les individus en termes de développement personnel, de bien-être, de sécurisation des parcours, une protection qui permette de développer l'autonomie et la créativité des individus, et également de prendre en compte la nécessité de surmonter les défis actuels, en fait, les défis environnementaux, et qui permettent l'émergence d'une société plus contributive. Combinant la question de la discontinuité et de la créativité, qui fait le propre de l'homme par rapport à la machine, nous sommes intéressés au régime des intermittents du spectacle, le lien avec le secteur artistique dont je vous parlais précédemment. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce régime des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel ? Simplement parce que, du coup, à la fois, en fait, il est rattaché à un secteur où la créativité est relativement importante. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce régime, c'est important. Donc, c'est un régime de protection sociale qui existe depuis 1936, donc qui est assez ancien, qui permet en fait aux travailleurs du secteur du spectacle et de l'audiovisuel d'être indemnisés entre les périodes de travail. C'est-à-dire qu'ils doivent effectuer 507 heures de travail presté, donc rémunérés par un employeur sur une année, et le reste du temps, en fait, se met en place un mécanisme d'indemnisation chômage. Ce régime, il a plusieurs externalités. Déjà, en fait, il permet de d'absorber ce temps de travail invisible et préalable à la production pour les artistes. Du coup, il est aussi moins appréhendé, d'ailleurs, cette période entre deux contrats est moins appréhendée comme une période chômée que comme une période productive qui permet en fait de développer son talent, ses habilités, ses capacités, de développer sa créativité, son innovation. Et les chercheurs qui se sont intéressés à ce régime spécifique des travailleurs du secteur du spectacle et de l'audiovisuel, notamment Mathieu Grégoire dans sa thèse, a montré qu'il générait en fait plusieurs externalités intéressantes, notamment il favorise l'engagement et la capacité d'investissement des individus. C'est-à-dire qu'il permet, en dehors du temps de travail, de pouvoir s'impliquer dans des projets, ce qui nous a paru intéressant par rapport au fait de développer une société plus contributive. En fait, ce régime pouvait avoir cette valeur-là, en tout cas, peut être intéressant. Et donc, qui favorise la créativité et l'innovation. On se rend compte aussi qu'il dessert des contraintes du marché et qui permet de renverser le rapport à l'employeur, ce qui donne une certaine autonomie et peut être vraiment, vraiment intéressant dans cette recherche d'autonomie que les individus ont de plus en plus dans leur travail. Alors, si ce régime nous a paru intéressant à extrapoler en fait, pour imaginer cette protection sociale de demain, qui répondent à cette problématique du travail discontinu et du besoin de créativité des uns et des autres, il ne pourra pas résoudre seul en fait, tous les maux, et que pour que ça puisse être pertinent, il faut penser à créer du collectif de travail, penser à ce que les gens puissent se connecter et ne restent pas isolés en fait, dans leurs relations. Voilà. Donc ça pouvait être, on le notait dans le livre, en fait, une des possibilités que résolvent les tiers-lieux, par exemple, qui se développent de plus en plus en France, en Europe et dans le monde entier. Et une équation que nous avons gardée assez ouverte, qui était la réflexion de comment financer ce régime de protection, puisque souvent, en fait, on a tendance à mettre, quand on parle du régime de l'intermittence du spectacle, à tout de suite mettre en parallèle le coût que ça a pour la société. Donc ça, on a commencé à évoquer des pistes qui étaient de voir sur la fiscalité et qu'on a laissé ouvert en fait pour de prochains travaux.
Voilà, du coup, une bonne partie de nos réflexions. Eric, je peux te laisser compléter si j'ai omis. Eric, ton micro est coupé. Comme j'avais quelques problèmes de connexion, j'avais coupé et je n'ai pas suivi le tout début de ta présentation. Mais bon, l'une des choses aussi sur lesquelles on s'est penché, c'est la question des compétences. Hein, et le fait que ces compétences ont tendance à devenir un peu plus rapidement obsolètes aujourd'hui sur le marché du travail, donc il faut les renouveler. Hein. Et donc il faut donner l'occasion et la possibilité aux gens de les renouveler. Donc ça a été une des parties de notre problématique, et pas seulement d'ailleurs au niveau de la protection sociale, mais d'une manière plus générale. Donc je fais le lien d'ailleurs à une question qui est posée, et je vais te la renvoyer, Émilie. Le régime des intermittents du travail est un facteur de stress, crée du stress, de l'angoisse vis-à-vis de l'incertitude en termes d'emploi. Bon, j'ajoute déjà que, en gros, c'est l'évolution du marché du travail qui risque de créer plus de stress. Hein. Alors évidemment, notre réponse, c'est d'essayer de corriger ce stress. Évidemment, si le système de correction crée lui-même du stress, vas-y, Émilie, je te pose la question. Non, c'est justement en fait une des raisons pour lesquelles on disait que le régime tout seul ne pouvait pas tout résoudre et qu'il était important de recréer du collectif de travail, des endroits de capacitation, c'est le terme qu'on a utilisé, parce qu'effectivement, dans ce régime-là, on sait que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont une capacité à développer du réseau et des compétences commerciales. Et que donc, pour créer du réseau, il faut créer du collectif de travail, des espaces. Et donc, pour ça, en fait, il y a une place importante qu'on doit accorder à la fois à ces espaces et aux organisations qui permettent en fait de recréer de la mutualisation, de la coopération et de la protection. Avant de passer, peut-être, je sais pas, on a 2 minutes avant de passer la parole à Fabienne, qui va avoir donc 2 minutes pour se préparer. L'une des choses qui est assez fondamentale, sur laquelle on est arrivé après nos discussions, c'est vraiment de considérer la protection sociale comme un investissement collectif. Parce que la société a tendance à investir sur le plan matériel et d'oublier parfois l'investissement immatériel. Et c'est toute une nouvelle philosophie qui doit émerger de ce point de vue-là. Bien sûr, le régime des intermittents du spectacle n'est pas fait pour ça, mais il est peut-être une source d'inspiration à compléter, à développer, etc. Voilà. J'arrête sur le sujet, sinon je vais parler trop longtemps. Fabienne, tu es prête à intervenir. Je signale au passage que Fabienne a créé la Société française de prospective. C'est il y a quelques années, désormais, il y a d'autres personnes, mais voilà, ce fut ma directrice, ma présidente plutôt en tant que Société française de prospective. Donc Fabienne, tu vas nous parler de la boussole du travailleur de demain. À toi. Effectivement, merci beaucoup Eric. Donc tu as demandé que nous nous présentions. Donc pour ma part, je suis prospectiviste, je suis politologue de formation et j'ai passé ces 30 dernières années à essayer de réfléchir sur différents sujets qui sont des sujets on va dire, qui vont marquer ou qui vont significativement influencer notre avenir. Alors pourquoi la boussole du travailleur de demain? Eh bien parce que les évolutions qui sont en cours dans le monde du travail m'ont semblé être des évolutions particulièrement intrigantes, on va le dire comme ça. Et je vais m'en expliquer. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de commencer par réfléchir à ces différents concepts que nous voyons souvent arriver, tout ce qui est de l'ordre de la valeur humaine ajoutée, de la knowledge economy, de la talent economy,
beaucoup ce qu'on appelle la gig économie, qui a déjà été mentionnée à plusieurs reprises ce matin. Et je me suis rendu compte en fait d'une certaine incompréhension. C'est-à-dire que tout le monde évoque un peu ces notions. Les Américains ont leur propre connotation, les Français ont la leur, qui est souvent assez différente. Donc j'ai 2 articles en cours de publication sur LinkedIn qui préciseront ces différents concepts, mais du coup j'ai voulu vous faire part de l'état de mes réflexions dans ce domaine. Ce que l'on comprend bien aujourd'hui, c'est que pour comprendre le secteur du travail, et j'étais un petit peu interpellée par Christine qui définissait le travail plutôt comme j'aurais défini l'emploi. Donc là encore, on a un certain nombre de définitions à affiner, mais dans mon propos, travail va concerner l'ensemble des activités contributives d'une manière générale et au sens le plus large possible. C'est-à-dire que je considère que le travail non légalisé est aussi un travail contributif. Voilà, pour mettre les braquettes là où il faut. Et avant, je voudrais qu'on fasse un petit peu l'effort de repartir en arrière, de repartir significativement en arrière et de se rappeler que les 4 grands secteurs d'activité que l'on connaît aujourd'hui se sont organisés en filiation directe sur la legacy, comme on dit, de 4 figures tutélaires qui sont apparues à peu près au néolithique. Ces 4 figures tutélaires, vous les connaissez, c'est le paysan, l'artisan, donc ceux qui ont fabriqué les choses, qui produisaient, le commerçant qui les négociait, qui les vendait, donc qui permettait leur diffusion, le sachant, et dans le sachant, j'inclus l'artiste, bien évidemment, c'est-à-dire celui qui était capable aussi bien d'éduquer, de soigner, de transmettre, de lire, d'écrire, compter, etc. Et puis évidemment le gouvernant, c'est-à-dire celui qui organise la cité, celui qui impose des règles. Et donc nos secteurs d'activité se sont, au fur et à mesure des millénaires, j'ai envie de dire, organisés autour de ces 4 grandes figures. Et puis arrive une rupture assez massive, et une rupture que je crois tout à fait intéressante à étudier, qui est celle de l'industrialisation. Traditionnellement, nous définissons l'industrialisation uniquement en rapport au secteur d'activité dit industriel. En réalité, l'industrialisation est un changement beaucoup plus significatif. L'industrialisation, ça a été une manière à un moment donné, au XIXe siècle plus particulièrement, de faire apparaître un nouveau prolétariat, qui n'était pas seulement le prolétariat agricole qui existait quand même avant, de faire apparaître ce nouveau prolétariat, mais aussi de nouvelles formes de capitalisme ou de capitalisation ou d'utilisation du capital, pour faire simple. Et enfin, 3e point, de nouvelles relations interpersonnelles, si j'ose dire, dans le monde du travail. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus large, que ça a commencé à établir un espèce de paradigme qui était un paradigme significativement différent de la manière dont préalablement on concevait le travail et les relations au sein du travail. Et puis on voit sur les courbes que vous avez en face de vous que bien évidemment ça a donné lieu à la constitution de l'entreprise, du salariat, bref tout ce qui a permis de sortir de ce 19e siècle et d'aborder ce 20e siècle, j'ai envie de dire presque florissant, mais ça c'est une autre question, mais en tout cas qui a permis à l'industrie de fleurir. Et pas seulement à l'industrie, mais là encore à ce processus d'industrialisation. C'est-à-dire que tout au long de ce 20e siècle, ce que nous avons vu, c'est progressivement l'industrialisation sortir de l'industrie, aller vers l'agriculture, et donc l'industrialisation du secteur agricole, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui nos 4% d'agriculteurs, dont seulement moins de 2% constituent encore des exploitations autonomes, mais aussi l'industrialisation du secteur tertiaire. Et finalement, l'industrialisation du travailleur lui-même. Alors, on ne peut pas être prospectiviste sans avoir des raccourcis un peu provoquants, surtout en 15 minutes, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce côté-là. C'est-à-dire le fait que l'industrialisation ait produit, je veux dire caricaturalement, des pions, des travailleurs pions, interchangeables sur l'échiquier du marché du travail, à partir d'un système scolaire qui a été formaté et formatant, qui a visé à gommer les différences
donc à standardiser le produit final, pour mettre en avant des compétences, ces compétences étant devenues un mode d'évaluation et de valorisation de l'individu qui n'existe plus en dehors de ces compétences. Et ces compétences ayant été la clé, je crois que Gérard Van Leenduc nous en parlait ce matin, ayant été la clé de cette vision mécaniciste du monde dans lequel l'homme n'est plus, à la mode de Charlie Chaplin, hein, n'est plus que ce rouage, cet assemblage. Lorsqu'il est plus bon, on le jette, ou lorsqu'il coûte trop cher, on le jette, ou lorsqu'il est trop vieux, on le jette. Puis on en remet un autre à la place qui provient peut-être de la même école, du même type de formation. Voilà, et on va continuer à avancer comme ça avec cette vision du pion. Alors bien évidemment, côté pion, quand vous avez accès à la compétence, c'est-à-dire à un enseignement programmé visant à vous délivrer une compétence spécifique, qui est bien normée, et bien à ce moment-là, vous avez une sorte de passeport pour ce que je qualifierais d'emploi royal, quand on parle d'une voie royale, vers le salariat, le contrat à durée indéterminée, qui est quasiment l'aubaine du siècle, la protection sociale, protection de toutes sortes, et enfin la carrière. Maintenant, ceux qui n'ont pas accès à ces compétences, quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas la question, mais eux, qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc cette industrialisation du travailleur, pour moi, est le point focal sur lequel comprendre aujourd'hui cette évolution du travail et comment nous en sommes arrivés à une situation dans laquelle, si nos différents secteurs sont encore à peu près bien identifiés, on voit bien que même l'INSEE a du mal aujourd'hui à les identifier, en tout cas nos quatre figures tutélaires sont désormais complètement floutées. C'est-à-dire que ce qui les sépare devient de plus en plus flou, de plus en plus difficile. Vous êtes à la fois producteur et commerçant de ce que vous produisez, vous êtes à la fois artiste et commerçant là encore, mais vous pouvez aussi être sachant et gouvernant. On voit bien toutes ces multiples interconnexions qui sont en train de se faire à partir de cette industrialisation de notre système. Alors je dirais que ça c'est pour moi ma vision du XXe siècle. Et puis il y a le XXIe. Ah, le 21e, tellement intéressant, tellement passionnant. Le 21e dans lequel je mettrai en évidence à peu près trois éléments qui pour moi sont des éléments importants. Tout d'abord, une nouvelle donne éducative. On a vu fleurir depuis le début du 21e siècle, fin du 20e déjà, de nouvelles écoles. De nouvelles manières d'enseigner, de l'accès à de la formation hors système traditionnel. Donc, quand je pense à nouvelles écoles, je pense par exemple à l'école du Colibri et des Amanins, mais tant d'autres écoles en France et ailleurs qui vraiment sont en train de fleurir dans le monde entier pour essayer de transmettre autre chose que des compétences, pour veiller à l'épanouissement personnel des enfants, pour leur donner plus d'accès au digital, mais en même temps aussi plus d'accès au concret, renouer avec la capacité de mettre les mains dans la terre, par exemple aux Amanats, où ils sont en même temps cultivateurs, mais aussi dans d'autres écoles où on développe la créativité, etc. Donc on sent bien que cette nouvelle donne éducative, cette aspiration à non pas formater, mais développer, faire s'épanouir les jeunes pousses est déjà un élément signifiant. Autre secousse, bien évidemment, que nous connaissons tous, c'est cette espèce de combo gagnant technologique qui est constitué à la fois du laptop, de votre ordinateur portable que vous avez tout le temps sur les genoux, mais aussi de votre smartphone qui se substitue de plus en plus à votre ordinateur, les fameuses apps, les applications sur smartphone qui ouvrent un infini de possibles, vous permettent de faire des choses qui jamais n'auraient été possibles avant, et bien évidemment les fameuses ONI étant décriées plateformes qui sont des mini-marchés de l'emploi. Donc ce combo gagnant a effectivement secoué le monde traditionnel du travail en offrant des opportunités supplémentaires de travail en dehors du système royal d'accès à un emploi salarié à durée déterminée, etc. Et puis enfin, je crois que le troisième élément qui a permis un changement significatif, ce sont les secteurs en croissance. On l'a bien vu au cours du début de ce siècle, hein, le tourisme, le service à la personne, tous ces nouveaux, non, pas nouveaux, mais tous ces
secteurs d'activité où l'activité a vraiment cru de manière significative et qui de plus en plus demandent des soft skills, là encore, dont on parlait ce matin, c'est-à-dire une manière de savoir se comporter, de savoir être, une manière de respecter l'autre, parce qu'on ne peut pas faire du tourisme sans respect pour autrui, sans capacité à lui sourire, qu'on soit de bonne ou de mauvaise humeur. C'est aussi la capacité dans la mobilité, hein, qu'on soit taxi, VTC ou le livreur du dernier kilomètre, eh bien, à rendre un service qui est de qualité, etc. Donc, tous ces aspects-là, à la fois des nouvelles sources d'emploi, des nouvelles possibilités de travail et des nouvelles formations, de nouvelles manières d'éduquer, ont permis ce décollage absolument extraordinaire de l'emploi indépendant. Vous savez que l'emploi indépendant avait diminué donc, durant la fin du XXe siècle et il a redécollé à partir des années 2000-2005 et de manière assez significative. À la fois avec de l'emploi traditionnel, donc les micro-entreprises, les entreprises privées, etc., mais aussi avec les slasheurs, avec ces gens qui sont en fait aux intersections. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'INSEE passe complètement à côté, bien évidemment, de la capacité de dénombrer ou de décrire précisément ce phénomène, puisque parmi les indépendants, et d'ailleurs l'INSEE a fait un remarquable dossier sur les indépendants au mois de mars de cette année, si ma mémoire est bonne, donc n'hésitez pas à le consulter. Mais parmi les indépendants, eh bien, il vous montre bien que vous avez effectivement 3,2 millions d'indépendants qui sont non salariés, mais vous avez aussi 0,9 millions de salariés au sein des indépendants, avec des statuts qui sont complètement ubuesques, comme notamment dans le consulting, mais j'imagine dans bien d'autres aussi. Vous êtes patron d'une société anonyme, par exemple, vous êtes votre propre salarié et en même temps, vous êtes gérant majoritaire de votre entreprise, donc à partir de là, vous n'avez plus droit à la protection du travail. Voilà, un certain nombre de choses et je vous passe les différences de statut, etc. Donc on voit bien que tout cela est en train de secouer le monde traditionnel du travail. Est-ce que c'est juste une rupture comme ça au début du XXIe siècle? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un phénomène beaucoup plus structurel parce qu'il s'appuie sur des aspirations profondes. Et on le sait, l'avenir est façonné par nos aspirations. Alors, aspiration et situation. Je vais le dire autrement, vous voyez sans doute devant vous, parmi ces aspirations, trois éléments particuliers. Un premier élément, c'est ce qu'on appelle l'Alien Generation. Là encore, je vous renvoie à la littérature sur le sujet, mais pour faire bref, l'Alien Generation, ce sont vos enfants. Généralement, ceux qui ont moins de 30 ans, que vous avez beaucoup de mal à comprendre, qui semblent être en rupture complète avec vous. Vous comprenez bien, de manière très intuitive, que ce n'est pas une problématique générationnelle. C'est-à-dire que même quand ils seront devenus grands, même quand ils seront adultes, même quand ils seront parents, ils continueront à être profondément différents de ce que vous avez été et de ce qu'on vous a enseigné. Ils ont un rapport au travail différent, un rapport à l'autorité différent. Ils ne se satisfont absolument plus de ce que nous, j'ai envie de dire, les seniors, leur offrons comme cadre de travail, comme source d'épanouissement. Ils sont dans le turnover, ils sont dans l'envie de découvrir le monde, ils sont dans l'envie de casser les codes. Et nous, au contraire, nous les enfermons dans une régulation de plus en plus importante. Deuxième grande aspiration, c'est l'aspiration à sortir d'une paupérisation qui, nous sommes là derrière nos écrans entre gens, on va dire, qui ne sont peut-être pas concernés, mais la réalité de la France et la réalité de la plupart des pays riches aujourd'hui, c'est le passage d'une économie dite en toupie, c'est-à-dire où on avait une classe moyenne importante, assez peu de riches mais assez peu de pauvres, à une société structurée en sablier, c'est-à-dire avec une classe moyenne qui se réduit, une proportion de riches assez significative, mais surtout une base de pauvreté qui s'élargit simultanément. Et donc ce mouvement que décrivait très bien le sociologue Mandras montre une paupérisation de la France, que ce soit les étudiants, que ce soit les migrants, que ce soit un certain nombre de populations. Et sortir de la paupérisation, ça exige de pouvoir travailler à n'importe quel prix ou dans n'importe quelle condition. Et si nous ne sommes pas suffisamment vigilants aux conditions de travail que nous imposons de plus en plus aux gens, nous allons voir se développer cette économie informelle qui est déjà en train de gagner une bonne partie
des pays dits développés. Enfin, troisième élément qui constitue cette force d'aspiration à des changements significatifs, eh bien, ce sont les insatisfactions. Il serait vain de se voiler la face, mais on sent bien que dans nombre d'entreprises aujourd'hui, si on parle du bonheur au travail, c'est parce qu'on ne l'a pas, ce bonheur. On parle aussi de la violence au travail. On parle de ces fameux 3B qui sont le cauchemar de tous les dirigeants de ressources humaines. Le burn-out, le bore-out et le burn-out. Burn-out, vous savez tous ce que c'est, hein, le fait de trop travailler. Le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer au travail, ce qui est peut-être le pire. Et enfin, le burn-out, c'est de se poser la question du sens. Imaginez arriver à son travail le matin, après une heure de transport, et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ça le sens de ma vie? Donc, on voit bien qu'on a là quelque chose qui pousse vers autre chose. Alors, autre chose, moi, honnêtement, j'ai beau être prospectiviste, je suis dans l'incapacité de vous dire quoi. Et je me refuse à vous dire quoi. Parce que le futur, pour moi, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous sommes en train de construire. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons construire? Et ma contribution à cette réflexion, eh bien, c'est de présenter deux boussoles, qui sont pour moi des boussoles qui peuvent nous aider à construire quelque chose de différent et de souhaitable, qui correspondent à ces aspirations, qui correspondent à ce monde plus humain que l'on évoquait ce matin. La première boussole, c'est la boussole de la gouvernance. Alors, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un petit souci. Oui, j'ai un petit souci. Pardon. On va le faire à mano, comme on dit. La gouvernance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la liberté, d'abord. La liberté de travailler, la liberté d'expérimenter et la liberté de s'installer, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les histoires de bail, de différents contrats, etc., cette liberté n'est pas acquise. Le second élément, liberté, égalité. L'égalité, dans notre jargon actuel, c'est la justice. L'égalité, c'est être traité de la même manière, que toutes les activités, tous les statuts et les mêmes perspectives de retraite, les mêmes charges sociales, la même contribution, mais aussi le même retour. Et là, sans rentrer dans la polémique du secteur privé et du secteur public, on voit bien à quel point on en est loin, pour ne pas parler effectivement des intermittents. Cette égalité, c'est foncièrement avoir droit à ce minimum de justice que signifie le fait d'être un être humain au sein d'une société dite civilisée. Liberté, égalité, bien évidemment, fraternité. Alors, fraternité, ça fait un peu désuet ou c'est un peu très connoté, on va dire. Donc, je le traduirais par des mots d'aujourd'hui. Les mots d'aujourd'hui, c'est la bienveillance. C'est avoir des régimes qui soient des régimes bienveillants et non pas de continuelle suspicion envers les gens, envers ceux qui veulent travailler, expérimenter, essayer. C'est de la bienveillance. Regardez comment fonctionnent les Américains, par exemple. On la voit, cette bienveillance. Je veux dire, il suffit que vous fassiez des déclarations. Quand vous regardez la comptabilité américaine pour une entreprise et la comptabilité française, vous avez un univers entre les deux. On passe de la flaque à un océan. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un souci. Ça n'empêche pas les Américains d'être performants. Nous pourrions être tout aussi performants en étant un peu moins engoncés dans des règles qui finalement ne nous traitent pas bien. Donc liberté, égalité, fraternité, et puis finalement, pour cette génération qui n'a plus ni Dieu ni idéologie, la question du sens me semble être absolument essentielle. Si nous ne sommes pas capables de fournir du sens à ceux qui vont travailler demain, d'abord, je pense qu'en tant que société, en tant que civilisation, nous n'irons pas très loin. Je pense qu'en plus, nous nous apprêtons à vivre des secousses qui ne seront plus les petites secousses dont je vous ai parlé, mais qui seront des tremblements de terre de l'ordre d'une magnitude de 10 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire que nous aurons à faire face à des mouvements sociaux qui ont déjà commencé en 2019, nous l'avons bien vu, mais qui vont être absolument redoutables. Et puis, voilà, ça se met en place. Et puis, j'en terminerai, si j'arrive à récupérer mon partage, j'en terminerai par ma dernière boussole, qui est celle de l'humanité. La gouvernance, c'est bien.
Mettre en place des règles, c'est une nécessité, je ne vais pas dire le contraire. Mais au-delà de ça, nous avons besoin d'humanité. Et cette boussole, c'est une boussole tout d'abord dans laquelle on aurait du respect. Alors, je vais peut-être insister sur la chose, mais je viens d'une famille de commerçants. Aujourd'hui, dans mon activité, je suis consultante. Et tout ce que j'ai toujours entendu durant toute ma vie, c'est les marchands sont des voleurs, les commerçants sont des voleurs, donc les consultants sont des voleurs. Par définition, tous ceux qui font des professions indépendantes sont des voleurs. Les artistes sont des fumistes, c'est bien connu. Les footballeurs qui encaissent autant pour taper dans une balle, encore plus. Ne parlons pas de ceux qui jouent sur des scènes. On a un espèce de mépris fondamental aujourd'hui pour ceux qui sont en dehors de la voie royale. Et je crois que la première chose, c'est de manifester du respect pour les gens qui travaillent, pour ceux qui voudraient travailler. Respect de la personne, respect de leur choix, respect de leur travail, quel qu'il soit. Ça, il me semble que c'est la première chose. La deuxième chose qui va de pair, bien évidemment, c'est la dignité. Dignité, condition de travail digne, décente, et des règles imposées qui, elles aussi, soient dignes et décentes, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, notamment pour les indépendants. Et puis, je terminerai avec mes deux grands axes qui, me semble-t-il, sont les axes de construction de demain. Le premier, c'est une valeur ajoutée humaine. Un jour ou l'autre, nous allons être confrontés beaucoup plus vite que nous l'imaginons à la substitution homme-machine. Que nous le voulions ou pas, que nous soyons humanistes ou pas, peu importe. Et à un moment donné, la loi du marché fait que ce qui peut être fait bien, rapidement et avec un taux d'erreur minimum par des machines seront faits par des machines. À partir de ce moment-là, quelle va être la valeur ajoutée d'un être humain? Ça, me semble-t-il, c'est un axe absolument fondamental de cette boussole. Être capable de restituer la valeur qualitative d'un humain. Un humain, ce n'est pas fait pour faire du travail bureaucratique. Ce n'est pas fait pour remplir de la paperasse. Les profs d'université aujourd'hui, sur 100% de leur temps de travail, passent 80% à faire de l'administratif et de la bureaucratie. Et je ne vous parle pas des autres professions indépendantes, mais c'est à peu près la même chose. Quand vous êtes un indépendant, vous faites à la fois votre comptabilité, l'administration, votre gestion, votre management, tout ce que vous voulez, votre commercial, et finalement, vous travaillez quand? Votre travail productif, celui qui a de la qualité, c'est quoi? C'est 5%, 10% maximum? Quel est le sens de ça? Et le dernier, finalement, évidemment, c'est le droit à la différence. C'est le droit à sortir d'un système où on presse toutes les têtes pour qu'aucune ne dépasse, au nom d'une soi-disant égalité des individus qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'en fait, la seule chose qui nous constitue en tant qu'humanité, c'est notre pluralité, c'est notre biodiversité. Et la biodiversité, ce ne sont pas seulement des cellules, c'est aussi de l'intelligence, ce sont des neurones, ce sont de la capacité à exprimer des choses. On n'aime pas qu'une seule personne dans une vie, on est capable d'aimer infiniment de gens. Et cette différence, eh bien, c'est celle-là. Et cette différence, ça veut dire que nous avons tous des aptitudes. Et des aptitudes en beaucoup plus grand nombre que nous n'avons de compétences ou que nous n'aurons jamais de compétences. Si nous ne sommes pas capables de permettre aux gens d'exprimer leurs aptitudes, de les valoriser et de permettre de vivre et de s'épanouir avec ça, alors je ne suis pas sûre que nous méritions vraiment le nom d'humanité. Merci. Merci Fabienne. Tu as dépassé un peu le temps qu'on t'avait donné. J'ai vu une question passer à laquelle tu vas peut-être pas répondre maintenant, mais peut-être qu'on fera une synthèse générale de la journée sur le site. Quelqu'un souhaitait que tu rendes explicite certaines de tes références bibliographiques, pardon. Tout est sur LinkedIn. Tout est sur Je publie LinkedIn, sur deux ton compte, articles c'est sur ça? LinkedIn qui traitent de ce sujet. Et il y a toutes les références bibliographiques qui seront en ligne d'ici la fin de la semaine. Tu peux mettre le lien tout de suite si tu l'as, enfin sur le, Non, vous sur allez le sur mon blog. profil LinkedIn et vous regardez les Okay. articles. Ce sera publié. Deux articles Bon. sont publiés d'ici Bon. la fin de semaine avec toutes les références et les définitions. Bon, ok. Fabienne, on te remercie. Je pense qu'il y aura d'autres questions tout à l'heure. Je passe la parole tout de suite à Armel. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, impeccable.
Donc, je suis Armelle Bourdaine, directrice d'un programme stratégique RH au sein d'Orange, donc à la DRH Group d'Orange. Alors, ça fait maintenant 3 ans qu'on s'intéresse de près au sujet des compétences dans le groupe, parce que nous nous trouvons confrontés, comme beaucoup d'entreprises, ça a été évoqué dans l'intervention en particulier de Fabienne, on se trouve confronté à un certain nombre de transformations profondes d'une part et surtout à un rythme, je pense, que nous n'avions jamais vécu. Je pense qu'on est une entreprise qui s'est beaucoup transformée et donc on est, nous pensons, assis sur une compétence collective, une compétence d'entreprise qui est la capacité à s'adapter. Néanmoins, cette certitude s'est retrouvée un peu ébranlée ces derniers temps parce que nous nous trouvons confrontés à une vitesse de transformation qui est probablement supérieure à notre capacité à mener les transformations et à prendre les actions à la bonne vitesse pour que ça se passe aussi, et je suis très sensible aux dernières revendications, que ça se passe dans des bonnes conditions pour l'entreprise, mais aussi évidemment pour les hommes et les femmes qui la composent et qui font sa richesse et sa performance. Donc, nous nous trouvons confrontés alors à des transformations d'ordre technologique chez Orange, vous vous en doutez. Technologie parce que la nature même de nos réseaux et la façon de les opérer change énormément. On a des sujets de virtualisation, on a des sujets parce que on en a fait aussi des axes de croissance de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Vous avez parlé de est-ce que voilà, ce type de technologie remplace ou les hommes et les femmes ou remplacent des emplois. Bon, on s'est posé évidemment cette question-là, on voit beaucoup d'études sur ce sujet. On a acquis la conviction que ça modifiait plus probablement certaines tâches et des contenus d'activité que des emplois complets. Et néanmoins, donc, ça nécessite une adaptation à l'intérieur des activités. Donc, c'est plus, en fin de compte, un impact sur la façon dont on opère les activités, où on opère les métiers, que des suppressions pures et sèches de métiers. En tout cas, c'est notre conviction sur Orange. Nous nous confrontons à des évolutions aussi de comportement et d'attente de la part de nos clients. Nous avons des clients dans le grand public et des clients dans le monde des entreprises. Et évidemment, le digital prend une part de plus en plus importante. Et de ce point de vue aussi, il y a une attente de personnalisation de la part de nos clients et qui peut d'ailleurs trouver des réponses grâce à l'intelligence artificielle, au big data, qui permet de répondre beaucoup plus facilement que uniquement par les approches traditionnelles. Bon, néanmoins, donc du coup, c'est comment on transforme notre relation client, comment on transforme la façon d'opérer nos réseaux aussi, par exemple, et comment on arrive à chaîner d'ailleurs des sujets qui auparavant étaient plutôt très distincts. On n'avait pas besoin, et donc l'idée spécifiquement de faire des liens, comme on le fait maintenant de façon beaucoup plus étroite, entre la façon dont on va opérer par exemple une stratégie de déploiement de la fibre dans une région et puis les activités commerciales. Jusqu'à présent, ces activités-là étaient opérées de façon très distincte. Aujourd'hui, on les lie et on crée aussi vis-à-vis des clients une chaîne de compétences et d'acteurs qui va du coup être beaucoup plus pertinente pour générer l'expérience que nos clients entendent donner. Et puis, nous sommes confrontés à l'évolution des organisations du travail et puis des modes de fonctionnement, car nous voyons se développer à la vitesse grand V beaucoup plus d'organisations agiles où on travaille avec des gens qui sont des salariés, on travaille avec des gens qui sont en externe et en fin de compte, on voit apparaître une sorte de porosité beaucoup plus importante qu'avant entre l'interne et l'externe. Finalement, ce qui compte,
c'est d'arriver à réunir les personnes qui ont les bons savoir-faire, les bonnes compétences et qui savent travailler ensemble. Et ce que l'on a vu apparaître ces dernières années, c'est en train vraiment de monter en flèche, c'est que quelque part, la notion des compétences comportementales prend une importance beaucoup plus forte que les fameuses expertises qui avaient la primeur dans la reconnaissance et la professionnalisation de chacun. J'ai même entendu des personnes en charge, par exemple, du système d'information chez nous, dire, bon, certes, j'ai besoin de trouver des cadors en termes de développement et qui connaissent des langages spécifiques, mais j'ai surtout besoin de trouver des personnes qui savent travailler en mode projet, qui savent travailler en agile et j'envisage de mixer en termes de recrutement et de profil, finalement des personnes qui ont certainement l'expertise informatique, mais des personnes qui, justement parce qu'elles savent travailler dans des nouveaux modes d'organisation et qui sauraient apprendre des langages informatiques, eh bien, on pourrait tout à fait envisager de recruter des gens qui ne sont pas du domaine, qui évidemment auront envie et la capacité de l'apprendre, mais qui du coup arrivent avec un capital de soft skills finalement et qui vont monter en compétence sur un savoir-faire plus hard skills. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait nouveau. Hein. Donc du coup, il faut savoir aussi arriver à soutenir ces nouvelles organisations. On travaille beaucoup plus en mode projet et donc la notion de transversalité, de coopération deviennent absolument clés, ce qui percute aussi évidemment les organisations dans les grands groupes. Hein, ce ne sera pas une surprise de vous dire que malgré tous nos efforts, nous restons très hiérarchiques, très silotés. Et donc, c'est un vrai défi hein, pour les organisations d'arriver justement à introduire cette agilité. Et donc, quand on a essayé de projeter tout ça, on s'est dit que finalement, bon, on aurait des besoins en termes de nouveaux métiers à horizon 2025. Nous sommes 150 000 dans le groupe hein, chez Orange. Peut-être que ces nouveaux métiers, ça va représenter 12 000 15 000 personnes dont on aurait besoin sur des nouveaux métiers. On aura bien sûr besoin de moins de monde sur certains métiers. On l'a aussi estimé à peu près à 15 000 personnes. Et en fait, on a estimé que 70 000 personnes sur l'horizon 2020-2025 seraient impactées, concernées par un changement de nature d'activité et donc un défi ou d'approfondissement ou d'acquisition de nouvelles compétences. Et c'est un défi tout à fait significatif hein, pour l'entreprise et pour les salariés. Ce qui est tout à fait intéressant là, en fin de compte, c'est qu'il y a un nouveau équilibre qui se crée, je trouve, en tout cas à l'intérieur de l'entreprise. C'est que le défi des compétences concerne de façon égalitaire autant l'entreprise que les salariés. Et donc, les salariés sont préoccupés, vous l'avez évoqué, hein, de différentes façons par leur employabilité. Certains n'aiment pas ce mot, mais bon, à la fin, c'est quand même ça. Et l'entreprise eh bien, est désormais préoccupée par le fait d'avoir les bonnes compétences et d'être capable donc de mettre en adéquation finalement ses besoins et puis ce que les gens seraient en mesure de faire. Donc, du coup, ça nécessite hein, pour les RH d'arriver à pivoter. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on fait plutôt de la GPEC, mais très orienté emploi. Combien me faut-il de personnes dans telle et telle catégorie de métier et puis, je fais mes prévisions, mes projections. Bon, on le fait toujours, c'est très utile. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut désormais être en mesure de faire des projections sur les besoins en compétences. Alors ça, c'est plus compliqué, hein, parce que les DRH ne sont pas outillés. Et finalement, les personnes qui savent quelles sont les compétences nécessaires demain, souvent, ce ne sont pas les ressources humaines, ce sont les gens qui sont sur le business. Ce sont donc les business owners, les managers, etc. Donc, du coup, il faut aussi faire évoluer la façon de faire des ressources humaines pour aller chercher justement quelles sont les compétences dont on aura besoin demain et en
en faire en fait un outil de prospective et de projection. Ça nécessite aussi de se donner les moyens quand même de connaître les compétences que détiennent les gens et d'arriver à en déduire, et de les aider d'ailleurs aussi, à en déduire leurs aptitudes. C'est une des choses les plus compliquées. Alors, qu'est-ce que nous avons fait chez Orange pour, une fois qu'on a pris conscience qu'on avait des gros enjeux? Alors, on a, déjà, on a bâti, on a identifié quelles étaient les compétences stratégiques dont l'entreprise aurait besoin dans les 5 années à venir. Donc, on a identifié 6 compétences clés qu'on a appelées 6 compétences clés pour tous. Alors, c'est des soft skills la plupart du temps. C'est des compétences comme la capacité à communiquer avec impact, à être capable d'écouter, de répondre, et ça c'est valable pour l'interne comme pour notre relation évidemment avec nos clients. C'est la capacité à utiliser des données, à les exploiter, en tirer des bénéfices avec évidemment éthique et intégrité. C'est la capacité à travailler en coopération, et puis c'est la capacité aussi à faire preuve d'initiative, à développer un peu un esprit un peu plus entrepreneurial. Et donc, en face de ça, eh bien, nous structurons toute une offre de développement de compétences associées, de façon à ce que les gens puissent se développer sur ces grandes compétences génériques, évidemment adaptées à leur environnement et à leur activité. On ne travaille pas, je ne sais pas moi, coopérer comme ça en l'air. Les compétences en l'air, ça ne sert à rien. Mais néanmoins, pourquoi cette définition des compétences clés est stratégique? C'est parce qu'on s'est dit, dans justement les grands défis que je vous ai cités précédemment, eh bien, nous avons besoin de créer un mouvement fort d'ensemble. On ne peut pas compter sur… ça, c'est l'autre dimension un peu nouvelle aussi qu'il faut arriver à aborder, c'est que on a besoin d'aider les gens à travailler leur développement individuel, mais à un moment donné, il faut aussi arriver à conceptualiser comment on crée une sorte de compétence collective. Alors ça, c'est encore une étape supplémentaire dans les challenges des ressources humaines. Donc, 6 compétences clés pour tous. Et puis en face, on met des dispositifs de développement de compétences. Alors, vous remarquez que je ne parle pas de formation exprès, parce que la formation est un des dispositifs, elle évolue beaucoup. Mais il n'y a pas que la formation en fait pour développer ces compétences. Il y a de la mise en situation, il y a justement travailler dans des environnements et des organisations de travail différentes. Il y a participer à des projets en plus de son activité. Et puis, nous avons mis en place aussi des communautés au sein du groupe. Alors, ça peut être des communautés d'experts, mais ça peut être aussi des communautés sur des nouveaux rôles. Je vous parlais d'agilité, et ça, on commence à voir apparaître, ça aussi, ça déforme un peu la façon dont on voit le travail et où on catégorise des gens dans des métiers. Certes, les gens sont associés à un métier, parce qu'autrement, on ne peut pas les compter, c'est compliqué de faire des grands schémas de projection d'emploi. Mais on voit bien qu'en parallèle du métier qui structure un peu un référentiel de compétences et d'activités, c'est la combinaison des deux, les gens de plus en plus complètent ça par des rôles. Donc, certains, par exemple, en plus de leur métier, font coach agile, ou alors community manager, ou enfin voilà, on voit tout un tas de métiers là, de rôles qui apparaissent et qui complètent des métiers. Alors là, vous commencez à voir que suivre tout ça pour une entreprise, c'est intéressant et en même temps c'est complexe, ce qui nécessite probablement aussi de lâcher un peu la bride de tout ce qui est structuré pour finalement laisser les gens s'organiser. Alors, ces communautés, il y en a une trentaine dans le groupe, et bien justement, elles ne sont pas structurées. Les gens s'animent entre eux, se reconnaissent entre eux, définissent d'ailleurs aussi des programmes de développement de compétences, parfois de certification, etc., mais en toute autonomie. Alors c'est très intéressant parce que ça
c'est assez novateur. Et là, en même temps, bon, parfois, ça dérange aussi, hein, parce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui font comment ça, des communautés qui ne sont pas structurées, qu'on ne maîtrise pas, quelle horreur. Bon, donc ça fait partie aussi voilà, de laisser un peu d'initiative, faire confiance aux gens. Et c'est comme ça aussi qu'on met de la fluidité, mais aussi de la motivation, hein, d'ailleurs, et qu'on crée un peu d'engagement. Et puis surtout, moi, je pense qu'il faut être modeste, hein, maintenant. Il n'y a plus une structure RH ou managériale, etc., qui est suffisamment dans le rythme pour continuer à faire du top-down et penser qu'elle a tout anticipé, elle a tout compris, elle sait tout. C'est plus possible. Donc, plus justement on s'approprie le fait que les années à venir sont incertaines, plus il faut lâcher la bride justement aux gens et les laisser agir le plus possible. Donc vous imaginez ce que ça signifie en termes de changement culturel et de changement de leadership aussi, hein, de modèle de management, c'est quand même énorme, hein, comme transformation, comme rupture. Alors, on a identifié aussi qu'on avait besoin d'expertise, hein, spécifique, parce que vous voyez bien que derrière nos activités, bon, cybersécu, c'est un truc hyper pointu. Alors, c'est hyper pointu, mais alors là aussi, on a besoin de gens, effectivement, bon, qui sont des vrais experts, mais dans la cybersécurité, on n'a pas besoin que des experts, hein. Je vous donne un exemple. Pour faire des audits de sécurité, vous n'avez pas besoin d'être un expert de cybersécurité. Vous avez besoin de comprendre l'environnement, et ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, par exemple, vous êtes comptable. Vous parliez de stress et d'inquiétude sur l'incertitude tout à l'heure. Vous êtes comptable, normalement, vous stressez sur l'avenir, hein. C'est pas un métier qui se développe énormément, c'est plutôt un métier en décroissance. Et là, pour le coup, l'automatisation, l'IA, etc., grignote pas à pas une partie, en tout cas, de ce métier. Donc, ce métier va rester sur sa partie analyse intellectuelle, etc. Mais par contre, il y a énormément, c'est pareil dans le juridique, il y a énormément de choses, la recherche d'infos, etc., qui maintenant peuvent être faites par des machines très, très bien. Alors, un comptable, s'il se dit bah, « mon métier, c'est comptable, mon métier est en décroissance, donc je n'ai pas d'avenir ». Donc là, c'est la version évidemment très pessimiste et complètement anxiogène du futur. Ou alors, un comptable peut se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai comme compétence et qu'est-ce que j'ai aussi comme motivation, aptitude ?» Bon, si j'adorais la relation avec les clients, j'aurais fait commercial. Donc ça n'est pas un point fort ni une envie, c'est probablement. Par contre, j'aime bien les choses qui sont dans un environnement cadré, j'aime bien la rigueur, j'aime bien arriver à quelque chose, un résultat voilà, que je peux constater, vérifier. Bon, je vous fais un peu une caricature, hein, tous les comptables ne sont pas pareils. Il se trouve que ce sont probablement des profils, des environnements qui peuvent se projeter assez bien sur l'audit de cybersécurité. Voyez. Alors, bon, faut faire un petit effort, hein, d'apprendre quand même comment faire un audit. Bon, voilà, la cybersécu, c'est quoi? Le dark web, c'est quoi? Bon, voilà. Hein. Mais si vous en avez envie, si vous avez envie d'apprendre, eh bien, c'est accessible. Alors, nous, on a monté des formations apprenantes, justement, des parcours, pardon, des parcours apprenants, où on a recruté en externe et en interne des gens qui venaient pas du tout de l'environnement cybersécurité et qui, justement, on fait du learning on the job et qui sont voilà, devenus des auditeurs sécurité. Donc, on voit qu'il faut avoir cette capacité à identifier de quelles compétences finalement j'ai besoin et comment compléter d'un accompagnement, d'une formation ou d'autres dispositifs d'ailleurs, eh bien, on va pouvoir amener la personne sur un métier totalement différent. Armelle, j'ai la désagréable mission de vous signaler que le temps passe et qu'en plus, il y a énormément de questions ou de remarques. Donc, je vous laisse finir le dernier mot comme vous voulez. Eh bien, écoutez, j'ai participé à une conférence il y a quelques mois avant le confinement et la personne a dit, ça fera écho avec un de vos propos, Fabienne, elle a dit, en fait, dans le monde d'avant,
il fallait se former, et ça fait écho à la formation initiale, pour pouvoir travailler. Et désormais, il faut travailler pour apprendre. Je conclurai là-dessus. Alors, Armelle, il y a des questions un peu de points de détail. Enfin, je ne sais pas si c'est du détail. Je vous laisserai y répondre éventuellement directement sur le chat, là, le blog. On a en gros des remarques sur, je ne sais pas si c'est du vocabulaire, mais c'est sur les limites, en tout cas, entre ce qu'on peut appeler le savoir-faire et le savoir-être. C'est difficile parfois à dissocier. On a aussi des questions qui portent sur le fait qu'il faut travailler avec un portefeuille de compétences et qu'il faudrait donc le définir, l'élaborer, et que c'est un peu ça l'un des sujets. On a alors moi, je suis très intéressé à titre personnel par tout ce que vous parlez de la transformation du management, parce que je pense que c'est un grand défi dans les organisations, ça, et que c'est dramatiquement compliqué. Et parfois, les managers sont en retard par rapport à ceux qu'ils ont à manager. C'est voilà, un effet d'âge. Bon, mais ça c'est peut-être pas le sujet. Il y a des questions aussi sur la façon dont se gère la proximité, en tout cas. Émergence d'un rôle de délégué de proximité. Enfin, il y a la question du budget. Est-ce que quand on invite les gens à participer à d'autres fonctions ou à d'autres choses, est-ce qu'il y a un budget pour ça? Est-ce qu'il y a des moyens comme ça? Est-ce que vous pouvez me répondre tout ça? J'allais dire en 30 secondes, mais bon, on va vous laisser quand même 3-4 minutes. Il faudrait laisser à Bernard le soin de faire. Au besoin, vous pourrez répondre au chat. Oui, bah, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je suis complètement d'accord sur le fait que j'ai vu des remarques, là, les soft skills et les hard skills vont ensemble, bien sûr. Hein. De toute façon, les compétences toutes seules, ça sert à rien. Hein. Donc, les compétences, elles s'articulent entre elles, et c'est elles qui font, à un moment donné, d'abord les personnes que nous sommes, et puis les résultats qu'on produit. Bon, après, c'est quand même subtilement à mélanger, ça avait été dit par Fabienne, par aussi la motivation, l'engagement, etc. Parce que on peut avoir des compétences, hein, mais si on est dans un environnement qui ne nous séduit pas, c'est pas dit qu'on les mettra en œuvre avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est un subtil cocktail. Alors j'ai vu travailler en mode projet, en mode agile, c'est pas des comportements. Il faut mettre en œuvre des compétences, hein, pour travailler en mode projet et en mode agile. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui savent travailler seuls dans leur domaine et qui ont un mal fou à travailler en transverse. Moi, j'ai la chance là de diriger un programme. Je vois quand même toute la difficulté à travailler en transverse. Alors, le fait de développer la contribution des gens à des projets, ça ne nécessite pas de budget. La bonne nouvelle, c'est que justement, à partir du moment où le mouvement se crée suffisamment, eh bien, on peut tout à fait… Alors, c'est vrai qu'on est dans une grande entreprise. Hein, si vous êtes dans une entreprise où il y a 15 personnes, c'est pas la même chose. Mais chez nous, les gens peuvent consacrer une partie de leur temps, ça dépend où ils sont aussi, hein, pour travailler à d'autres projets. Soi-même, ça permet aussi de bénéficier d'autres types de forces au travail, enfin, des pourcentages. Et comme ça crée en fait un mouvement, une fluidité. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il y a plein de choses en fait que l'on peut faire sans avoir de soucis, de contraintes budgétaires. Et effectivement, je vous rejoins, il y a un défi de management et de leadership, j'emploie volontairement les deux mots, gigantesque pour accompagner tout cela. Donc ça fait partie des défis. Mais en tout cas, je disais, l'employabilité est une responsabilité partagée. Bah oui. Et c'est ce fameux équilibre maintenant où finalement les entreprises ont autant besoin
les salariés qui amènent leurs compétences que les salariés des entreprises pour évidemment récupérer un emploi et un salaire. Et je peux vous dire que dans les domaines où le marché de l'emploi est tendu, l'équilibre est vite trouvé. Les entreprises d'aujourd'hui font la danse du ventre pour récupérer les profils qui sont si difficiles à trouver sur le marché. Armelle, je veux juste faire juste une remarque sur une des choses évidemment que plusieurs intervenants, enfin plusieurs personnes signalent, le procès France Télécom. Alors, je ne veux pas rentrer dans le fond du sujet, on n'a pas le temps, mais c'est quelque chose qui est fortement vécu en interne, qui a été un moteur à l'intérieur de l'organisation ou pas? Oui, tout à fait. En fait, cette crise, plus que le procès, la crise nous a évidemment amené à nous remettre profondément en question. Et on a souhaité évidemment en tirer du positif. Et donc, on a vraiment révisé en profondeur tout ce qui était d'ailleurs écoute des salariés, levier de motivation, parcours professionnel. Oui, en fin de compte, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait déterminant dans la façon dont on aborde et nos organisations du travail et la place des salariés au sein la place des hommes et des femmes au sein de l'entreprise. Le management, c'est vraiment la relation managériale, la culture managériale est vraiment un élément extrêmement fort chez Orange. Oui, ça a eu des répercussions positives et déterminantes. Bon, merci Armelle. Je vous laisserai regarder le blog et peut-être des réponses que vous pourrez donner en plus. Je voudrais laisser à Bernard le soin aussi d'exposer ses idées et éventuellement de répondre à des questions. De toute façon, si il nous reste du temps, on revient vers vous, chacun des intervenants, évidemment. Voilà, merci Armelle. À vous Bernard. Oui, je peux commencer? C'est bon? Oui, vas-y Bernard. Très bien, parfait. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être ici. J'ai suivi depuis le début. Et comme souvent, quand on est un orateur plutôt en fin de journée, on barre les différents éléments qu'on prévoyait de dire et qui ont déjà été dits. Et il y en a eu, bien sûr, un certain nombre. Alors, je me présente tout d'abord. Donc, je suis économiste du travail, je suis enseignant-chercheur. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière de recherche dans des collaborations européennes sur le thème de la gestion des transitions professionnelles. Donc, c'est un sujet qui n'était pas tellement à la mode dans les années 1990-2000 et qui finalement maintenant est devenu tout à fait à la mode. Tout le monde parle de transition. Depuis le début, nous ne parlons que de transition écologique, transition démographique, etc. Et finalement, transition professionnelle. Voilà, bon, les gens qui ont besoin de se restructurer. Voilà le type même de préoccupation sur laquelle j'ai voulu travailler, notamment avec des comparaisons européennes. Alors, ayant dit cela, je voudrais tout d'abord témoigner de deux réactions face au travail de prospective et notamment au chapitre 12 du livre dont il est question aujourd'hui. J'ai un accord global sur la plupart des choses qui sont là, ayant moi-même été un peu contributeur de certaines idées, etc., que j'ai retrouvées, notamment l'idée que le modèle de l'intermittent est un modèle utile parce qu'il crée du continu là où il y a du discontinu, me paraît une idée absolument essentielle aujourd'hui, pour peu effectivement qu'elle ne soit pas individualisante, mais qu'elle soit plus collective. Donc j'ai cet accord global et j'ai deux points sur lesquels j'aurais pensé que des compléments pouvaient être abordés. Alors il y a un point que j'avais repéré avant même la crise actuelle et l'autre est plutôt après. Alors le point avant, c'est que comme on va beaucoup dénoncer dans ce chapitre les pressions injustifiées souvent sur l'individu, eh bien, on ne dit pas énormément de choses sur la nécessité de capacité d'initiative, la nécessité d'un équilibre entre droit et devoir. Et cet élément-là me paraît maintenant vraiment essentiel. Je vais le dire autrement. Toute la protection sociale, c'est protéger contre les risques. Oui, mais voilà.
il y a des prises de risques dont certaines sont tout à fait utiles et importantes. Et il s'agit souvent plutôt d'aider certaines personnes à prendre de manière raisonnable certains risques, plutôt que de dire oulala, oulala, il y a des risques et on vous protège. Donc, vous voyez, là, il y a un peu une inversion proactive. C'est pour ça que j'ai proposé l'idée de protection active, qui est banale, qui est connue, pour résumer l'essentiel de mon propos. Alors, ça, c'est une remarque donc, que j'ai pu faire avant la crise. Et depuis la crise, il m'a semblé que dans le domaine de l'assurance, si vous regardez le chômage partiel, si vous regardez toutes ces constructions qui viennent protéger l'économie qui a été mise sous cloche, eh bien, une expression vient, elle n'est pas de moi, elle est d'Olivier Passet, qui est un économiste, à mon avis, tout à fait passionnant et remarquable, et qui a dit « Nous sommes face à une tirelire assurantielle ». Voilà, une sorte de méga processus d'assurance, il y a une catastrophe, puis paf, on tire et ça descend. Alors ça peut être catégoriel, telle catégorie, ça peut être ceci, cela, allez, l'aviation, on y va, tof, le tourisme, on repart. Et puis, donc vous avez tout ça. Et d'un autre côté, nous avons assisté à des défaillances de l'organisation publique, notamment en matière de santé, qui sont pathétiques. Donc on est face à une démission d'un État structurant, producteur, sécurisant par des services, pour arriver vers un État compensateur dont on ne sait pas quand est-ce que tout ça sera payé et remboursé. Vous voyez le paradoxe ici. Et j'en ai tiré cette idée que je vais développer aujourd'hui avec vous, qui est l'idée que dans ces domaines de travail et de protection sociale, il est important d'envisager toute une série de reconfigurations des responsabilités. Alors, ces reconfigurations, on en a déjà vu certaines, mais il me semble qu'on peut essayer d'en balayer quelques-unes. Alors, avant de le faire, je voudrais partir d'un schéma d'interprétation et remarquer les points d'ouverture qu'il recèle. En effet, face à une crise telle que celle que nous sommes en train de vivre, et qui est peut-être simplement un coup de semence par rapport à d'autres crises, eh bien, il y a trois choses. Il y a le choc, il y a ce qu'il révèle, le processus de révélation induit par le choc, les forts, les faibles, les vulnérables, les planqués, etc. Et puis, il y a le processus d'accélération. On a beaucoup parlé de ces séquences, choc, révélation, accélération. Je la reprends, et simplement pour dire que c'est une séquence qui fonctionne pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire que ça peut accentuer des tendances tout à fait négatives et délétères, tout comme ça peut accentuer des réactions. Alors, je donne un exemple. Ça fait quand même quelques années qu'on se disait quand même la Chine, c'est encombrant, etc. Eh bien, maintenant, on sait qu'il vaudrait mieux accentuer une maîtrise de nos filières, il faudrait éviter les filières d'approvisionnement trop longues, incertaines, etc. Et maintenant, on se dit, il faut passer à l'action. Donc là, on voit très bien comment on passe de révélation à accélération. Et dans le télétravail, il me semble que c'est un peu la même chose. On voit très bien un télétravail catastrophique de personnes qui font ça sur la table de la cuisine avec un bébé sur les genoux. Et on voit aussi des gens pour qui, en revanche, c'est une évolution logique qui soulage les enjeux en termes de transport, etc. Donc voilà, on voit très bien ces ambivalences. Alors, ayant dit cela, j'en viens un tout petit peu sur les conséquences en matière de travail. Il me semble que deux doivent être soulignées avant que j'en vienne aux reconfigurations. La première, c'est finalement une tension entre des pressions individualistes, individualisantes, qui sont parfois des demandes sociales, qui sont parfois aussi des processus, on a vu, d'emploi précaire, etc. Et face à cela, vous avez en fait une montée de précarité de groupe. Et donc, on voit une tension entre ces deux éléments où des groupes se constituent, protestent éventuellement, et puis en même temps, eh bien, cette pression vers l'individualisation. C'est un premier lieu, à mon avis, qui affecte énormément le domaine du travail. Le deuxième, et ça a déjà été discuté, mais je le reprends pour le durcir encore un peu plus, vous avez d'un côté toutes ces injonctions à l'autonomie et à l'initiative. Et de l'autre, vous avez une procéduralisation du travail qui va de norme en norme, de vérification, etc., qui s'intensifie. Il y a une tension colossale dans cette affaire. Alors, on voit très bien comment, dans certaines grandes entreprises, j'ai été tout à fait intéressé par l'exposé précédent, eh bien, on envisage de lâcher la bride. Oui, mais enfin, voilà, jusqu'à quel point, comment, jusqu'où, avec qui, voilà, enfin, il y a tout un domaine d'interrogation ici. Voilà, alors ayant dit cela, j'en viens aux reconfigurations que je voudrais évoquer. Donc il y en a 5 sur lesquelles je vais bien sûr être très bref. La première porte tout simplement sur le lien de travail.
le lien de subordination, le lien de dépendance, le lien de sous-traitance. Finalement, tous ces liens sont un peu imbriqués les uns dans les autres. Et aucun de ces liens n'est véritablement stabilisé aujourd'hui. Vous savez que derrière la subordination, qui effectivement génère toute une série de droits, notamment en France, eh bien, se trouve maintenant ce qu'on appelle l'allégeance. Alors, l'allégeance, c'est le Moyen-Âge. C'est le fait de répondre quand on vous sonne. C'est ce qui se passe avec un téléphone portable, soit dit en passant. Eh bien, cette idée qu'il faut désormais être à la disposition, au Moyen-Âge, vous savez, c'était le vassal qui était à la disposition du suzerain pour aller faire ses guerres. Eh bien, le travailleur, désormais, est à disposition pour faire ce qu'on lui demande quand on le lui demande. Et ce processus modifie puissamment le lien de subordination et pose évidemment une question de reconfiguration que l'on commence à voir apparaître ici. Il est nécessaire d'organiser mieux les responsabilités. Alors ça se voit d'autant mieux que l'on voit par exemple la crise du CDI. Une statistique assez frappante en France est qu'un tiers des CDI nouvellement conclus dans l'année sont rompus dans l'année. Ça veut dire que les gens n'en sont pas contents, que les gens sont sur des horaires relativement instables, des choses comme ça, des responsabilités qu'ils ne souhaitent pas, etc. Et donc, c'est rompu à l'initiative du salarié. Donc, il s'agit bien de situations d'insatisfaction. Je vais le dire autrement brutalement, le CDI n'est plus ce qu'il était. Alors, ayant dit cela, j'en viens à la sous-traitance, toujours dans le même espace de reconfiguration. Les chaînes de sous-traitants génèrent finalement des gens en CDI qui ont très peu d'accès à la formation, très peu d'initiatives, qui sont finalement les dépendants des dépendants. Et ces chaînes, désormais, eh bien, sont conçues comme étant excessives. Il y a donc lieu de les reconfigurer et évidemment de souligner, d'accentuer, de renforcer la responsabilité de la tête de l'entreprise, donneur d'ordre. Alors, au-delà de cela, deuxième objet de reconfiguration, on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je vais me borner simplement à l'évoquer. C'est évidemment la revalorisation des carrières, l'insistance désormais accrue sur le rôle des compétences non techniques. Finalement, tout ce mépris pour le service, pour le care, est un mépris qui s'alimente beaucoup à un passé industrialisant dans lequel un certain type de compétences était là, c'était celui des compétences industrielles, et finalement nous n'avons à mon avis pas encore complètement fait le chemin vers les compétences transversales, tertiaires, etc. Et là il y a un enjeu au-delà de la simple revalorisation de la rémunération de ces personnes, il y a des enjeux de professionnalisation à reprendre, et là aussi, donc, des responsabilités à reconfigurer. Là, le paradoxe est évident, on l'a vu dans la crise, ces professions essentielles sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre et qui sont des professions méprisées. Alors, du coup, j'ouvre maintenant sur trois autres reconfigurations qui sont une extension de ces considérations. La première porte sur la codétermination, tout simplement. En fait, parmi les reconfigurations aujourd'hui nécessaires, il me semble qu'il y a un rééquilibrage du pouvoir au sein des entreprises, et ce rééquilibrage porte un nom bien connu, codécision, codétermination, démocratisation de l'entreprise. Appelez-le comme vous voulez, mais faites-le. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de situations dans lesquelles la domination actionnariale du court terme serait seule à orienter la trajectoire de l'économie. Peut-être vivons-nous un moment codétermination. Ces pratiques, en tout cas, me semblent tout à fait à l'ordre du jour. J'en viens maintenant à quelque chose qui est presque à l'extérieur de mon propos, mais il me semble qu'il faut l'évoquer ici, c'est le rééquilibrage des politiques européennes. En effet, pour le dire très simplement, avec ce qui est en train de se passer au niveau européen, qui peut encore capoter, nous sommes face à ce que l'on peut appeler un point de bifurcation concernant un acteur majeur en voie d'émergence, pas encore émergé, l'Union européenne. En effet, derrière le processus par lequel il n'y aurait pas simplement l'arme monétaire, mais aussi l'arme budgétaire qui serait enfin utilisée pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une arme qui permet de rééquilibrer les ressources vers les pays qui en ont besoin, eh bien, la proposition actuellement discutée d'un doublement du budget européen assorti de 750 milliards de ressources nouvelles, dont plus des 2/3 sont des ressources données aux gens, ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Eh bien, si cela se fait, cela veut dire que le bateau européen, qui pour l'instant ne fonctionne qu'avec une seule rame, va désormais fonctionner avec 2 rames.
ce qui permet normalement d'avancer plus droit, notamment quand il y a du courant. En fait, on en est là. Nous avons une construction incomplète qui est en train, enfin, de prendre le chemin d'une véritable construction permettant d'agir. Alors, derrière cela, et là, petit à petit, je vais revenir vers le travail, eh bien, il y a en fait un réarmement collectif de l'État, des communautés, et il me semble que ce réarmement, eh bien, c'est ce dont les travailleurs ont besoin pour générer un minimum de confiance. Pour l'instant, on ne sait pas où ça va, on se demande qui va payer et quand, on n'arrive pas à savoir quels sont les stabilisateurs, et ce que l'on voit, et j'en terminerai dans ce petit domaine sur un point tout à fait concret, c'est que les Allemands viennent de rompre avec 50 ans d'orthodoxie budgétaire pour enfin faire un déficit parfaitement non keynésien, parce qu'il n'est pas lancé vers la demande, il est lancé vers les productions écologiques, des choses comme ça. Et ce mouvement, qui est d'ailleurs celui qui permet de comprendre ce qui se passe en Europe, c'est parce que les Allemands ont changé d'avis que tout ça se fait. Et donc, ce mouvement majeur, c'est un mouvement de réarmement des États qui cesse de simplement organiser la concurrence pour le pire et qui cherche à structurer. Alors, j'en viens à mon dernier point, et là, je reviens directement aux enjeux de mutation productive, de travail, de compétences et de qualification. Il me semble que, et cela a été déjà un petit peu dit dans la session précédente, il y a un horizon qu'il va nous falloir assumer. Cet horizon, c'est celui de la croissance ralentie, et peut-être même de la croissance nulle. Alors, la décroissance, c'est plus ambitieux, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, ça génère des tas de conflits. Laissons la décroissance tranquille pour l'instant. Mais la croissance ralentie, durable, à laquelle il faut s'adapter. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que face aux reconversions écologiques dont nous allons avoir besoin, nous avons du gros temps par devant. Nous allons avoir des masses de restructuration et pas du tout de perspectives d'absorption rapide des effectifs qui sont dégagés. Autrement dit, eh bien, la problématique a déjà été tracée il y a quelques instants dans la session précédente, ça s'appelle le partage du travail. Alors, pas nécessairement les 35 heures. Autre chose, par exemple, la rotation des emplois telle qu'elle a été faite au Danemark. Par exemple, le fait de gérer des possibilités de congés de longue durée, notamment des congés de reconversion professionnelle. Mais si ce langage-là n'est pas tenu, il y a quelque chose d'inconséquent à souhaiter le redémarrage d'une croissance dont on sait qu'elle nous envoie dans le mur. Il est donc nécessaire d'en venir à une formule. Tout à l'heure, j'ai bien aimé la formule travailler pour apprendre, apprendre pour travailler. Et bien maintenant, je vous en propose une autre. Il faut bien sûr équiper les gens pour le marché du travail. Cela veut dire les former, les informer et les orienter. Il faut aussi équiper le marché du travail pour les gens. Cela veut dire lui donner les institutions, et notamment les congés, et pas simplement le chômage partiel, qui finalement en est une préfiguration comique. Regardez le chômage partiel. Ce n'est pas du chômage, puisque le lien salarial est maintenu, et ça n'est pas partiel, puisque pour la plupart des gens, c'était une interruption totale de l'activité. Ah, ben que voilà un vocabulaire qui désigne bien ce qu'il est censé désigner. Donc, vous avez ici quelque chose d'autre. Vous avez tout simplement des mises en congé protectrices qui maintiennent les compétences et le lien d'emploi. Il s'agit de les gérer, non pas du tout de les multiplier. On a parlé de la semaine des 4 jours. Je ne plaiderai pas pour la semaine des 4 jeudis. Mais en revanche, il me semble que derrière ces expériences, il y a tout simplement l'idée qu'un certain nombre de communautés doivent reprendre main, tout simplement, sur le destin et effectivement se révéler inclusive. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas gagné, mais il me semble que derrière l'initiative européenne, un levier majeur est peut-être en train de s'ouvrir. Merci de votre attention. Merci Bernard. Cette intervention est, comme on le dit là autour de la table, est très claire, très concise. Paradoxalement, il n'y a pas de questions. C'est trop clair, ça pose un problème. Bon, mais puisque vous avez abordé la question un peu spontanément,
Moi je vais vous évoquer des questions qui se sont posées à la fin de nos travaux sur la métamorphose du travail et la protection sociale, où on s'est dit, équiper le marché du travail, ça va coûter de l'argent. Ça va en rapporter. À un moment ou à un autre, ça va en rapporter, on va dire, quelques années après. Donc, on peut penser qu'il y a un bouclage économique à un moment ou à un autre. Hein, si on améliore les compétences, la fluidité du marché, la satisfaction des gens, le bonheur au travail d'une manière générale. Mais avant d'y arriver, il y a la période intermédiaire, où il faut à la fois préserver les droits des gens, puisqu'on ne peut pas non plus tout à coup dire on supprime les retraites, hein, ce n'est pas possible, et en même temps dégager de nouveaux droits. Et donc, à ce moment-là, qui paye? Parce que c'est bien ça le problème. Alors, on peut dire que c'est les marchés financiers, on peut dire que c'est au gros la masse monétaire, parce qu'aujourd'hui, on s'endette essentiellement en produisant de la monnaie, hein, dans tous les pays, quasiment la plupart des pays du monde. C'est des agences de financement, les banques centrales qui augmentent leur bilan. Mais enfin, ça reste encore au jour d'aujourd'hui précaire. Hein, pas forcément, on n'est pas à annuler des dettes. Hein. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, alors, une réponse sur deux plans très différents. Le premier plan est celui très macroéconomique sur lequel vous vous êtes situé. Et sur ce plan-là, je fais partie des gens qui, effectivement, considèrent que les dettes, pour l'instant, ne sont pas à un niveau tel qu'elles entravent le fonctionnement. Prenez le cas du Japon, qui est un pays dont la dette étatique est à 200% du PIB. Nous sommes en train de passer de 100% à 120%. Bon, ça serait bien de ne pas continuer dans cette voie. Mais nous ne sommes pas encore du tout dans une situation où on a l'impression que tout est en train d'exploser. Si vous regardez le Japon, les gens disent oui, mais c'est une dette qui est détenue par les résidents, donc comme ça va, ce n'est pas les actionnaires de Californie qui sont prêts à se désengager. Donc on obtient ça. Bon, donc ça veut dire probablement qu'une partie de ce problème relève plutôt de la sécurisation de ces dettes, et c'est d'ailleurs plutôt comme ça que l'Europe l'envisage, puisque la dette européenne supplémentaire qu'il est prévu d'installer eh bien, est une dette qui doit être honorée, si j'ai bien compris, disons dans les années 2040-2050. Donc, vous voyez, on se donne du temps pour la transition. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième, qui me paraît plus microéconomique, mais extrêmement importante, c'est l'idée de cofinancement. L'idée de cofinancement, si vous prenez une transition réussie, c'est une transition dans laquelle finalement la personne qui s'y engage, au bout du compte, se révèle bénéficiaire. Par exemple, meilleures conditions de travail, sens accru du travail, souplesse accrue dans la gestion du temps personnel, familial, etc. Donc, il y a de multiples critères, et puis tout simplement, salaire plus élevé. Bon, tous ces critères sont tout à fait justifiés. Eh bien, le fait qu'il puisse y avoir des transitions réussies laisse penser qu'il est bien que les gens investissent là-dedans. Alors, je vais vous donner deux exemples. Prenez l'apprentissage. L'apprentissage est un vieux système très connu et apprécié de bonne transition professionnelle, et dans laquelle, finalement, qui paye? L'État paye l'enseignement. L'entreprise paye les postes spéciaux, paye les tuteurs, les maîtres de stage, etc., pendant les périodes qui se passent en entreprise, et le stagiaire renonce à une partie des gains qu'il pourrait avoir s'il travaillait tout de suite, même déqualifié, à temps plein quelque part. On lui donne une petite indemnité qui est en dessous de ce qu'il pourrait gagner. Bref, tout le monde co-investit et tout le monde a intérêt à ce qu'on s'en sorte bien. Alors, je vais vous donner maintenant un autre exemple qui traite un peu de la même idée. Prenez les restructurations. Dans les restructurations, j'ai eu l'occasion de faire des études là-dessus, des comparaisons européennes. Et certaines restructurations se passent beaucoup plus mal que d'autres. Malheureusement, en France, pas toujours, mais souvent, nous avons des restructurations très conflictuelles, difficiles, où les gens sont désespérés, où ils vont entraînant des pieds, et après tout, on peut les comprendre. Ils n'ont pas été requalifiés, ils n'ont pas la culture du changement de métier. Tout ça est épouvantablement difficile. Alors, en même temps, prenez une situation dans laquelle
vous avez ce qu'on appelle en Autriche, par exemple, les fondations de travail en Autriche. Eh bien, c'est un système, c'est en fait une cellule de reclassement qui peut prendre des gens pendant 3 ans. Et cette cellule, elle est financée d'abord par l'entreprise ou le secteur. Et donc, c'est l'entreprise elle-même qui paye ça de manière durable. Ça n'est pas du tout un système de consultants qui vient et qui est payé, par exemple, par l'État, etc. C'est l'entreprise elle-même. Ensuite, l'entreprise, cette cellule de reclassement, a accès, bien sûr, aux mesures publiques, etc. Et qui la finance? Eh bien, pour une partie, les bénéficiaires, en y laissant une partie de leurs droits à indemnité de licenciement, à indemnité de départ. Donc, une partie des droits à indemnité de départ en Autriche sert à payer la restructuration de la personne qui investit en elle-même, en quelque sorte. Oh, moi je viens, moi je paye. Et une dernière partie du financement, et c'est là-dessus que je voudrais venir, eh bien, c'est tout simplement les salariés qui restent. Bon, évidemment, quand une entreprise ferme complètement, ça n'a pas d'objet. Mais si une entreprise ferme en partie seulement, et donc licencie seulement une partie de son personnel, eh bien cela génère une coupure qui est une des pires que l'on peut observer dans la sociologie des relations professionnelles. En effet, il y a les restants, en quelque sorte, qui sont discrets vis-à-vis des partants et même qui parfois rasent les murs face à des gens qui les regardent en face et qui disent « mais tu fais rien, toi tu restes », etc. C'est une déchirure dans le tissu productif et dans la collectivité. Eh bien, en Autriche, ceux qui restent financent la formation de ceux qui partent. Et du coup, ceux qui partent sont des volontaires. Bon, attendez, ce n'est pas un monde de bisounours du tout, ça ne crée pas des emplois. Et donc, il faut d'autres processus pour aller vers ça. En revanche, derrière cette question de la dette, eh bien, il y a cette question majeure qui est celle du cofinancement de toutes les parties prenantes. Eh bien, il faudrait retrouver cette question aussi, bien évidemment, pour les enjeux écologiques et pour les enjeux budgétaires. Merci Bernard, on va devoir s'arrêter là. Il y a des commentaires, donc sur le... Donc, je vous laisse éventuellement prendre connaissance et puis éventuellement y répondre. Nous-mêmes, on a pris note, donc éventuellement, on pourra y répondre. Je suis désolé, mais je crois que l'heure est passée. Donc, d'abord, merci à chacun d'entre vous. Merci à ceux qui ont assisté et participé à travers le blog. Dans un quart d'heure, on a une nouvelle session sur les partenaires sociaux. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec d'autres intervenants. Au revoir et merci. Merci beaucoup pour les interventions.